Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu spécial. C'est moi. En fait, c'est le même que d'habitude, c'est Charles Gave. Donc voilà, on est très content de vous revoir, même si c'est par l'intermédiaire des caméras. Toi, tu vas te calmer 2 secondes. Hein. Alors, le premier sujet, c'est un sujet d'actualité internationale. Dans un sondage aux États-Unis, Joe Biden est à 42% d'approbation. Et d'ailleurs, il y a eu donc ces derniers jours une élection pour le Sénat, notamment en Virginie. Pas pour le Sénat, c'était le gouverneur. Ah, c'est pour le gouverneur, Pour pardon. le gouverneur oui, exact. de l'État de Virginie. C'est ça, exact. C'est donc le gouverneur républicain qui l'a emporté, de plus de 10%, alors que aux dernières élections présidentielles, c'était Joe Biden qui l'avait emporté dans cet État, justement aussi de plus de 10%. Donc vraiment, la marge a été complètement inversée. Est-ce que pour vous, le côté, l'idéologie Joe Biden est déjà complètement HS aux États-Unis, et voyez-vous revenir éventuellement le Trumpisme en 2024 ? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. D'abord, il y avait d'autres élections, non seulement en Virginie, mais aussi dans le New Jersey. Oui, absolument. Et les élections au New Jersey, ça s'est joué à très peu de choses. Et apparemment, c'était très près. Et là, Biden l'avait emporté de 15%. Ouais. Donc, il faut bien savoir. Et en plus, les gens ont été beaucoup votés. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce que les électeurs démocrates étaient découragés ou n'importe quoi. Les gens ont été beaucoup votés. Les démocrates ont voté autant que la dernière fois, mais cette fois-ci, les républicains sont sortis en masse. Donc, il se passe un phénomène, c'est qu'on a souvent parlé ici, je crois, c'est que les États-Unis sont vraiment en train de se scinder en deux partis qui sont littéralement irréconciliables, qui n'ont rien en commun et qui ne sont pas d'accord pour vivre dans le même pays, à la limite. Donc j'ai souvent dit que le risque pour les États-Unis, en fin de parcours, c'était une espèce de scission. Peut-être une nouvelle guerre de sécession ? Guerre de sécession, ne sera pas la peine, parce que on sait très bien qui est qui. Et là, il n'y a pas d'histoire de... Mais tout ce qui était l'ancienne Louisiane française, c'est-à-dire ce qui monte de la New Orleans et qui arrive jusqu'à Chicago, et avant les Rocheuses et avant la côte Est, tout ça, ça vote républicain. Et tout le reste vote démocrate. Et il y a eu un événement très intéressant dans cette élection, qui n'a pas été tellement souligné par les observateurs, c'est que pour la première fois, la bascule du vote se passe chez les latino-américains. Ah oui, j'ai pas vu ça, effectivement. C'est les latino-américains qui se mettent à voter massivement pour les républicains. Or, c'est le moment, aussi curieux que ça paraisse, que l'administration démocrate laisse rentrer tous les latino-américains qui arrivent, qui passent la frontière, il n'y a plus de contrôle, il y en a plus de 2 millions qui sont arrivés déjà. Donc il est assez rigolo de voir que les latino-américains qui sont déjà là depuis longtemps disent donc ça va pas du tout, là vous laissez rentrer n'importe qui. Quoi. Oui. Surtout si par ailleurs le fait de faire rentrer massivement beaucoup d'immigrés dans un État fait remonter le niveau du chomage, les immigrés nouvellement arrivés... Ça fait remonter le niveau du chômage, mais ça fait aussi beaucoup baisser les prix des salaires des gars qui sont pas très... Complètement, oui. Qui sont pas complets, qui sont pas les mieux formés, quoi. C'est ça. C'est-à-dire souvent c'est les derniers arrivants. Quoi. Et du coup, les derniers arrivants ne veulent pas qu'il y ait de nouveaux arrivants pour les rabaisser encore. Pour faire baisser encore leur salaire, pour avoir des gars qui les coupent encore. Donc, cette espèce de bascule de la population latino-américaine vers les républicains est sans doute un élément important qu'il faudra prendre en compte dans le reste des États-Unis, partout. Mais aussi pour une autre raison, c'est que ça s'est beaucoup passé, en tout cas en Virginie, sur les questions d'éducation. C'est-à-dire que la Virginie, en bon état démocrate, commençait à enseigner dans les écoles toutes les saloperies imbéciles qui étaient enseignées dans les universités. Et il y a eu une bagarre terrible entre le gouverneur de Californie, de Virginie, celui qui a perdu, là, qui a dit aux gens ce n'est pas aux parents de décider ce qu'on enseigne à leurs enfants. Ce qui est une idée complètement de gauche, en effet, mais qui a moyennement marché parmi les parents, et les parents sont très importants aux États-Unis dans les conseils d'académie, de lycée. Et il s'est passé un phénomène curieux, c'est que, encore là, c'est intéressant, mais il s'est passé un phénomène curieux, c'est que, à ce moment-là, le syndicat des professeurs
a demandé au ministère de la Justice de demander au FBI, c'est-à-dire le FBI c'est sous le ministère de la Justice, de demander au FBI de surveiller les parents qui gueulaient contre les professeurs. Et alors que d'habitude, quand vous faites une demande comme ça, il faut 6 à 9 mois pour que ça remonte le processus hiérarchique, que ça soit vérifié, etc. Là, elle a été accordée en 4 jours. Et donc, les gens ont dit, comment alors, on gueule parce que les professeurs font n'importe quoi dans les conseils des lycées, et maintenant on va nous mettre le FBI sur le dos. Donc c'était une utilisation, encore une fois, un peu comme il avait fait avec Trump, du FBI pour se débarrasser de leurs ennemis politiques. Et donc ça fait le plus mauvais effet sur l'électorat, parce que faut pas oublier que beaucoup de citoyens américains, en particulier les républicains, pensent que l'État c'est l'ennemi naturel de tout citoyen. Ils pensent comme ça juste. L'État naturel, l'ennemi naturel de tout citoyen c'est son État. Donc ce qu'il faut, c'est comment fait-on pour l'empêcher de nuire. Et quand vous avez les gens de gauche qui demandent à la police politique d'aller foutre en tôle ou dans des camps les gars qui pensent pas comme eux, ça rappelle des souvenirs désagréables qui se sont passés dans l'Est de l'Europe il y a quelques années, quoi. Oui, absolument. J'avais vu d'ailleurs un dessin par rapport à ça, c'était justement un parent d'élève qui se disait mais comment ça se fait que mon fils apprend ce genre de conneries avec tous les cultural studies qu'on a aux États-Unis. Donc il appelle l'administration américaine et il dit non mais attendez, ça va pas du tout, regardez ce que les gamins apprennent à l'école, etc. Et alors t'as l'administration au téléphone qui répond et qui dit bon, alors, je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, le maximum que je puisse faire, c'est vous enregistrer comme terroriste. Exactement, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu caricaturé, mais franchement, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Donc, si vous pensez pas comme ces braves gens de gauche sur la théorie du genre ou le fait que le blanc est naturellement raciste et s'en rend même pas compte, etc., ce qui sont enseignés dans les écoles, ben, vous êtes un dangereux terroriste. Donc ça, et là, on a demandé l'aide du FBI. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que le patron de le ministère de la Justice aujourd'hui, c'est le type qui devait être nommé à la Cour suprême si les républicains n'avaient pas empêché la nomination du gars qui avait désigné Obama. Donc on se dit, ben très bien, avec un gars comme ça qui envoie le FBI après la première à la Cour suprême, on est bien content qu'il n'ait pas été nommé, parce qu'on sent que voilà un homme qui est indépendant vis-à-vis de ses idées politiques, quoi. Donc tout ça, ça confirme cette espèce de casse qui se passe dans la société américaine, qu'on retrouve un peu dans toutes nos sociétés, entre les gens qui sont vaguement normaux et les gens qui pensent que c'est la dictature des minorités agissantes, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce que j'observe un petit peu dans cette affaire en Virginie, c'est que j'ai l'impression que la gauche est beaucoup plus scindée que la droite américaine. J'ai l'impression que la droite a vraiment trouvé son champion en la personne de Trump. Et d'ailleurs, tous les Obama, etc., étaient intervenus en Virginie pour faire passer le candidat... C'était un horrible trumpiste, alors que le gars, il n'en réclamait pas. Alors que oui, pas tellement, il était plus modéré. Et du coup, mais en il fait... n'en a pas dit du mal. Non. Après, il n'en a pas dit du mal. Il a pas requis l'aide de Trump, mais il n'en a pas dit du mal. Donc il n'est pas complètement idiot. C'est ça, mais du coup... Il n'est pas vendu à la gauche. Du coup, je pense que c'était en fait un très mauvais coup politique, parce que j'ai l'impression que les électeurs républicains aiment bien le trumpisme et veulent vraiment pas revenir à l'ancienne tendance des républicains, alors que la gauche... Qui étaient des démocrates, quoi. Pour faire comprendre à nos éditeurs ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que les anciens républicains, ils étaient à peu près autant à droite que les républicains français, qui disaient ce que disait la gauche, mais il y a 10 ans, quoi. Oui. Ils ont toujours en retard d'une guerre, ils avaient aucune conviction, ils avaient rien, quoi. Il n'y avait pas de différence fondamentale entre eux et les Clinton, d'ailleurs. Non. C'est ce genre de clivage, vraiment, qui fait très faux. Et j'ai l'impression que la gauche américaine, elle, est complètement scindée. La jeunesse, elle, veut voter beaucoup plus radical, avec il y a une jeunesse Sanders, qui est extrêmement radicale, puis je sais pas s'ils sont tellement nombreux. Parce qu'elle a été élue dans des endroits qui votent depuis toujours à 100% démocrates, je sais pas, un petit quartier de New York ou certains quartiers en Californie, donc ils vont mettre ces gars-là font des primaires, virent le vieux croupier qui était là, et puis se mettent à leur place, ils mettent un type, et ensuite ils vont faire du bruit à l'Assemblée, au Sénat ou à la Chambre des représentants. En fait, l'élection importante, c'est celle qui aura lieu dans un an, c'est celle au Sénat et à la Chambre des représentants dans un an. Les midterms. Les midterms, là, ça va être... On va voir, sur ces bases-là, s'il y a un changement de 10 points s'il y a un bascule de 10 points encore, si ça reste à ce niveau-là, il va y avoir une chambre introuvable aux États-Unis.
Bah, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura une chambre introuvable, mais je pense que les deux institutions vont basculer clairement du côté républicain, parce que déjà actuellement, elles ont une majorité. Exactement la même chose. C'est le vice-président qui fait la différence. Oui. Donc là, elles ont, c'est un petit peu en équilibre. Les démocrates ont des majorités, mais franchement très faibles. Donc je pense que là, ça va clairement basculer l'an prochain. Et surtout, ça donne aux modérés démocrates, il y en a quelques-uns qui sont pas complètement idiots, comme Munchin, là, la possibilité de dire non. Et s'ils disent non, ils bloquent tout. Tout à fait. Ils bloquent tout. Donc il y a un sénateur qui est démocrate, qui refuse de voter pour les démocrates, et il bloque tout. Tout est totalement bloqué. C'est la beauté de la Constitution américaine, c'est que les pères fondateurs ont mis des trucs partout pour que ça puisse bloquer à la première occasion, en partant du principe que tout plutôt qu'un gouvernement fort, quoi. Donc c'est possible que, en fait, pendant 2 ans, de 2022 à 2024, l'Amérique soit complètement ingouvernable pour les démocrates, en fait. Bah, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé quand on avait eu Obama. Les 2 premières années, il avait fait tout plein de bêtises. Et ensuite, dans les 6 ans qui suivaient, il avait la Chambre et le Sénat qui étaient contre lui. Bah, il est allé jouer au golf, quoi. Ouais. Il s'est rien passé. C'est ça. La deuxième information de la semaine, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, mais d'ailleurs c'est pas tellement ça qui est le plus important, mais Renaud Camus a été invité dimanche soir sur CNews. Alors ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est pas tellement ce qu'a raconté Renaud Camus. Voilà, il est passé 20-25 minutes à la télé dans l'émission d'Yvan Rioufol, donc sur CNews. Mais ce que je trouvais le plus important, c'est qu'en fait, il était invité à la télévision, ça ne s'était pas vu depuis pas mal d'années. Est-ce que, on en a déjà un petit peu discuté dans des émissions précédentes, mais est-ce que vous pensez que là, la droite est en état de décomplexion totale ? On me fait passer des messages secrets, là. Je tiens à le dire. Non, alors ce qui se passe, si vous voulez, Renaud Camus, donc c'est cet homme qui vit dans le Gers, une espèce de tour médiévale, qui écrit un français magnifique, qui est un homme éminent, et qu'on empêche de parler depuis bientôt 20 ans en France, selon les bons principes de l'Église nouvelle qui vous excommunie parce que vous avez dit des gros mots. L'Église catholique. L'Église catholique de nouvelle, il y a longtemps qu'elle n'a plus excommunié personne, la pauvre Église. Alors, il a été invité, je sais de source sûre qu'il a fallu littéralement que l'organisateur de l'émission mette sa démission en balance pour que ce soit accepté. Ah oui. D'accord. Et parce qu'il y avait un... Il ne faut pas oublier que dans tous ces organismes de droite du style de Figaro, le comité des rédacteurs a toujours été capturé par des trotskistes et des gauchistes, que ceux de la droite, c'est la même chose. Et donc, dès que par exemple, Zemmour disait quelque chose au Figaro qui déplaisait à leurs petits amis de gauche, alors qu'ils travaillent dans le Figaro, ben, ils poussaient des cris en disant c'est un scandale, et donc ils désavouaient à chaque fois Zemmour. Donc, dans tous ces organismes de médias, le monde syndical des journalistes ratés, il y en a beaucoup, s'est organisé pour empêcher les autres de parler. C'est pas qu'eux, ils aient quelque chose à dire. Leur but essentiel, c'est d'empêcher les autres de parler. Donc ça s'est passé aussi à CNews. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, c'est bien qu'ils commencent à parler, parce que ce que disait Solzhenitsyn, c'est que la raison pour laquelle les médiocres créent ce qu'on appelle... le langage commun, vous savez, cette espèce de bouillie qui veut rien dire, des mots qui s'alignent et qui n'ont aucun sens. C'est parce que dès que quelqu'un ne le parle pas, on le repère tout de suite et on peut le mettre dans un camp. C'est ce qu'on a fait avec Camus. Hein. Comme il ne parlait pas le langage commun, l'espèce de langage de porc qu'ils utilisent tous, ils écrivent avec des sabots, ils sont nuls, et ben, il est repérable et donc on l'a martyrisé, puisqu'il avait du talent. C'est un très bon signe que ces gars-là perdent leur pouvoir. Mais ça n'a aucune importance parce que le message était là quand même. L'utilisation du langage en politique est extrêmement important. Il y avait ce mot de Lénine, ils avaleront les mots et ensuite ils accepteront la chose, c'est quelque chose comme ça. Et donc oui, effectivement, la politisation du langage est extrêmement proéminente dans tout le trotskisme, et surtout, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Bien sûr.
Mais justement, on va pas les dire pour des questions de non, bien sûr. Il y a des YouTube, mots qu'on va pas dire. voilà. Attention, nous, on est ici, vous avez remarqué, on est des créatifs. Donc il y a des mots qu'on ne dit pas, des concepts qu'on n'évoque pas, parce qu'on veut pas vous fâcher. C'est ça. Information suivante. Alors ça, c'était un article dans Causeur d'Aurélien Marc que j'ai lu tout à l'heure. Je trouvais ça intéressant. Il opposait en fait la République française et l'immigration. Alors que d'habitude, on dit justement, voilà, France, terre d'immigration, et même République immigrationniste, etc. Et justement, celui qui ne veut pas accepter l'immigration sort du champ républicain. Et en fait, lui, il faisait un parallèle absolument inverse en disant celui qui accepte l'immigration, et spécialement l'immigration d'aujourd'hui, parce qu'elle est complètement rétrograde, elle est antisémite, etc. En fait, c'est celui-là qui est anti-républicain. Est-ce que vous faites aussi ce constat-là ? Je le fais depuis toujours. Pour être très simple, c'est qu'il y a un certain nombre de religions, qu'on ne va pas nommer, mais dont les valeurs sont complètement incompatibles avec celles de la République. Encore une fois, je m'en réfère à Jacques Ellul, qui n'était pas un homme d'extrême droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Protestant, professeur à Bordeaux, spécialiste, un homme éminent. Et il avait organisé avec le grand mufti, je pense, oui, ça doit être mufti, je suis pas sûr, de la mosquée Al-Azhar au Caire, oui. au Caire, une conférence qui a duré 3 jours sur la religion musulmane est-elle compatible avec les valeurs démocratiques. Et ils avaient présenté leur cas tous les deux, et tous les deux étaient arrivés à la fin en disant non, y compris le musulman. Donc il n'y avait pas, d'ailleurs, il y a qu'à voir le pauvre maréchal Sissi, le mal qui se donne pour essayer de changer ça. Il a du mal. Donc, et les musulmans qui viennent avec un projet politique derrière leur arrivée, ils viennent parce que leur but, c'est de changer la société française. Que nous n'ayons plus de république, quoi. C'est la valeur ultime du monde musulman, c'est ce qu'on appelle la Oumma, c'est-à-dire l'ensemble du monde musulman. Il n'y a pas de nation, tout le monde est... Et donc la notion de nation, la notion de constitution, la notion de peuple, tout ça, c'est des notions que les musulmans ne peuvent pas intégrer. Donc, bien entendu que c'est la réalité. Et il faut être Mélenchon ou Apathy pour pas le voir, quoi. Et d'ailleurs, donc ça fait un parallèle avec l'information suivante que je voulais traiter. C'était cette propagande de la Commission européenne qu'ils ont faite sur Twitter en début de semaine, en mettant en fait des photos, des photos de visage découpées sur la moitié, c'est-à-dire une moitié classiquement dévoilée et une moitié avec un voile islamique, en faisant la promotion du vivre ensemble. Alors évidemment, il ne parlait que de cette religion-là. Les autres posent pas de problème. Et en fait, il présentait ce fait, le voilement massif des femmes d'Occident, comme quelque chose de tout à fait normal qui allait nous arriver dans les années à venir, parce que finalement on avait la chance d'avoir une immigration massive venue d'ailleurs qui allait nous importer leurs mœurs et leurs coutumes. Et que finalement nous, il valait mieux qu'on renonce aux nôtres, parce que sinon c'est fasciste. Et donc là on voit extrêmement bien l'incompatibilité totale entre l'acceptation massive de certaines populations et la conservation ensuite de nos valeurs républicaines à nous. Et ce qui est amusant, c'est que ces mêmes gens de la Commission européenne sont ceux qui gueulent le plus quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe. Bien sûr. Encore une fois, on se retrouve devant une espèce de coup d'État organisé par Bruxelles, sans que nous en ayons... J'ai reçu ici, il y a 2 jours, un garçon qui s'appelle Markus Kerber, qui est le gars avec qui je discute des problèmes de l'Europe. C'est celui qui dépose les recours constitutionnels à la cour de Karlsruhe en Allemagne. C'est un homme tout à fait éminent, il parle le français comme vous et moi. Et il y a depuis 20 ans une espèce de coup d'État permanent qui est mené en Europe par un groupe mené par la Commission, qui outrepasse à chaque fois les responsabilités constitutionnelles qu'on lui a données pour s'en octroyer de nouvelles sans qu'on l'ait autorisé. Et donc, et à mon avis, plus ils le feront, plus il est probable que l'Europe va se défaire. Parce que c'est pas acceptable pour toute une série de populations. C'est dans le fond un chiffon rouge pour la Pologne,
pour la Hongrie qui ont cet avantage extraordinaire de s'être battus pendant des siècles contre les Turcs, par exemple. Oui, oui. Donc, Et ils pour l'ont voir ils l'ont arriver des oublié. musulmans, ça leur fait ils s'en souviennent. Hein. L'occupation turque de la Hongrie, ça n'a pas laissé des bons souvenirs. Donc, il faut pas oublier que c'est les Polonais qui ont libéré Vienne. C'était en 1763, je ne sais plus très bien. Le dernier siège de Vienne par les Turcs, c'est les Polonais qui les ont libérés. Donc, encore une fois, ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance historique, qui ne connaissent, pour ainsi dire, rien au monde musulman. Et Mais j'ai l'impression qu'ils ne connaissent rien au monde occidental, en fait. non, mais par contre, ce qu'ils savent du monde occidental, ils le détestent. Donc, ils ne sauraient rien, on leur en voudrait pas. Mais, si j'ose dire, ils savent de travers et ils agissent de travers en fonction de leur truc de travers. Donc, ce sont des gens que personne n'a élus, qui ne représentent rien, dont les idées sont fausses. Donc, le plus tôt on s'en débarrassera, le mieux on pourra retourner une école à une Europe que j'aime, c'est-à-dire celle de la diversité, où ces gens-là retourneront à ce qu'ils n'auraient jamais su cesser d'être, c'est-à-dire employés à la sécurité sociale. Allez, j'ai rien contre les employés de la sécurité sociale, mais non, à mon avis, ils sont plus utiles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ils servent à rien. Oui. Et, Ça, et donc, ils nous coûtent très cher, donc... Oui, j'ai pas un désaccord de fond sur, sur cette opinion-là. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui servent à rien, qui coûtent très cher et qui ont de mauvaises idées? Bah, on les laisse se démerder, déjà. Et des gens, on les met dans la vraie vie pour qu'ils travaillent. C'est ça. Mais moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est aussi la réaction française face à ça, parce que malgré tout, notre classe politique, aussi médiocre soit-elle, ne s'est pas non plus laissé faire face à ce fait. Et même la gauche française, le PS, a un petit peu poussé une gueulante face à ça. Je me suis dit... Ah ben c'est parce que Zemmour est dans le paysage. Ils auraient voulu faire faire voter Zemmour que ces gens de la Commission européenne qu'ils n'auraient pas pu mieux faire. Vous mettez ça partout, et il y a les quelques gens qui hésitaient un peu vont tous se précipiter pour aller voter Zemmour. On dit mais c'est pas possible, mais qui c'est fou quoi. Ouais. C'est un appel à voter Zemmour. Ouais, il y a un peu de ça, il y a une fuite en avant. Mais j'ai l'impression du coup que la France, en fait, parce que j'ai pas vu les autres pays réagir, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, etc. J'ai l'impression que la France est le pays le plus à droite dans l'Europe occidentale. Mais l'Allemagne, je sais pas, je vois. Maintenant en Allemagne, les muezzins ont le droit de chanter, vous savez, pour là en haut de leur tour. Là. Il faut faire venir OSS 117 en Allemagne. Vous vous souvenez de oui, bien OSS sûr. 117 au clair. Ouais. Vous avez fait taire le muezzin. Non mais oui, là, les Allemands, et même les Belges aussi, c'est un cas... c'est un cas grave. Je pense que c'est foutu pour eux. Quel était le sujet suivant? Ah oui, la COP26. Alors la COP26, moi j'ai trouvé ça très rigolo. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, on en a beaucoup parlé dans les médias en disant que c'était formidable, etc. Bon, il y a 400 personnes qui sont venues à la COP26, que ce soit des chefs d'État ou des chefs d'entreprise, parce qu'ils ont convié aussi des grands milliardaires, etc. Il y a 400 personnes qui sont venues à cette COP26 en jet privé. Les damnés de la Terre. Donc, ce que je trouve assez fantastique, c'est qu'on a des milliardaires qui arrivent en jet privé pour aller discuter de platitude absolue. Le patron d'Amazon, par exemple. Voilà, exactement. Pour ensuite dire à toute la Terre que quand même, utiliser sa voiture diesel, ça va 2 secondes, quoi. Je trouve ça quand même d'un culot. Bah, vous savez, c'est ce que je crois que c'était la fameuse phrase d'Audiard, c'est les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, quoi. Mm-hmm. Et donc, eux, ils ont l'impression que se montrer, Leonardo DiCaprio se montre comme ça en train de baratiner sur des sujets auxquels il comprend rien, parce que bon, le pauvre garçon, il n'a pas dépassé le certificat d'études, mais ça fait rien. Et donc, ce qui n'est pas une raison pour qu'il ne parle pas d'ailleurs, parce que s'il y avait que les gens qui connaissent quelque chose qui parleraient, le monde serait un grand silence, mais enfin, c'est pas ça qui me gêne, mais qu'il arrive en jet privé et qu'il donne des conseils, ou la petite Greta Thunberg, là. Mon Dieu, personne ne les empêche de marcher les pieds nus dans la neige. Hein. Ce que je trouve absolument dingue. Il aurait pu y aller à pied, si c'était mis il y a 6 mois, il aurait pu y aller à pied ou peut-être à la nage en travers de l'Atlantique, hein, Leonardo DiCaprio. Il n'a pas besoin de prendre son avion privé. Bien sûr. Oui, il aurait pu faire une visioconférence. Je veux dire, aujourd'hui, on peut faire ce genre de truc. Oui.
Mais ce que je trouve assez dingue, c'est qu'on en fait tout un truc. Mais qui en fait? C'est les mêmes qui sont payés. Ouais, bah, C'est les les médias mêmes mainstream, journalistes qui disent du bien de Macron, ça. qui disent... C'est la même classe. Donc vous avez cette classe mondialiste, médiatique, qui s'autocongratule de sa propre intelligence et de ses propres réussites. Et il ne faut pas oublier que cette histoire d'écologie, c'est en train de devenir une religion. Hein. C'est ce qu'avait dit quelqu'un que j'avais reçu ici, qui s'appelait Gérondeau, qui était un haut fonctionnaire français, qui disait, écoutez, vous avez toutes les caractéristiques d'une religion. D'abord, on a commis des gros péchés. Oui. Vous et moi, si vous voulez, en roulant en voiture et tout, on met en danger la déesse Gaïa. Vous savez, c'est la Terre. Donc la déesse Gaïa est beaucoup plus importante que l'humanité. On a mis en danger. Donc, comme on a mis en danger la déesse Gaïa, on va tous mourir. Dans des souffrances atroces. On va griller. L'apocalypse. Et vous remarquerez que on va souffrir dans des souffrances atroces parce qu'il fera trop chaud. Oui. C'est-à-dire que c'est l'enfer. Oui. Donc on revient à une vieille crainte qu'on a eue pendant des siècles, c'est celle de l'enfer. Donc non, mais on va griller comme des salauds. C'est qu'on est d'ailleurs, donc on va griller comme des salauds. Mais heureusement, il y a un clergé qui s'est levé au nom de la déesse Gaïa et qui va nous défendre, qui peut intercéder pour que, comme Dieu dans Jonas, avec la Bible, quand il va annoncer à Ninive qu'il faut qu'il se repente, les gars de Ninive se repentent et donc Dieu ne détruit pas Ninive. Donc il est brave homme. Et donc là, si on suit le nouveau clergé, eh ben on va pas mourir. On mourra, mais beaucoup plus lentement, ce qui est quand même beaucoup mieux, quoi. Mourir de faim, en prenant 30 ans pour y arriver, c'est quand même mieux que de mourir tout de suite, quoi, grillé. Je suis pas sûr, on peut en discuter. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a payé ce qu'il fallait et tout, mais il faut les payer suffisamment pour que la classe des prêtres vive sans travailler. Et en priant la déesse Gaïa pour sauver tous ces pécheurs. Nous, on doit travailler comme des fous, avec de moins en moins d'énergie d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que notre productivité sera de baisser, on sera de plus en plus pauvre. Oui, le dogme écolo, c'est même plus de dire il faut des énergies propres parce que les campagnes anti-éoliennes, etc. commencent à percer. Du coup, ils voient bien que les énergies qu'ils nous ont vendues pendant 30 ans, en fait, ça va pas le faire. Du coup, ils disent, en fait, la meilleure énergie qui soit, c'est celle qui n'est tout simplement pas produite. Donc, vraiment, on revient au moulin. Or, on revient au moulin ou au vélo. On va mettre des centrales électriques sur toutes les salles de sport. Vous savez, les types pédaleront et on en verra pédaler. C'est comme ça qu'on fera marcher Paris. Donc, il y a une espèce de recul intellectuel, et c'est ce que j'ai aussi souvent dit ici, c'est que ce qui me frappe depuis 15-20 ans, on est en train de passer de la science, qui était le but, comprendre comment ça se passait, comment on comprend agir et comment améliorer les choses, à une pensée magique. Et depuis 15-20 ans, on est en train de penser à une pensée magique, et ces gars-là sont totalement représentatifs d'une pensée magique. Oui, on passe de la science à la croyance. On passe de la science à la croyance, c'est ce que disait Karl Popper, et puisqu'on ne peut pas prouver que c'est faux. Si on peut pas prouver qu'une hypothèse scientifiquement est fausse, ben ça veut dire que c'est pas de la science, c'est de la croyance. Bien sûr, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez suivi les frasques de la fameuse Sandrine Rousseau, parce que c'est le comble de la bêtise. La plupart des écolos, comme Jadot, ils essayent de masquer. Cachent leur jeu. Ils essayent de masquer. Ce qui est bien avec Rousseau, c'est qu'au moins, je lui reconnais une qualité, c'est qu'elle est franche. Au moins, elle dit vraiment ce qu'elle pense et elle va jusqu'au bout de son raisonnement. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, elle veut nous renvoyer au Moyen-Âge, mais sans les valeurs moyenâgeuses qui vont avec. Là, pour le coup, ça on va se... D'abord, il n'y a pas les valeurs moyenâgeuses. Et puis, renvoyer au Moyen-Âge, je suis bien certain que si on nous renvoyait maintenant, par exemple, pour rebâtir la Sainte-Chapelle, ou Notre-Dame, on n'y arriverait pas. On en serait parfaitement incapable. On en serait parfaitement incapable, qui était d'une beauté totale. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est un truc abominable du style d'un HLM de banlieue, quoi. Oui, on pourrait faire des grands cubes. Des grands cubes, voilà. Donc, encore une fois, c'est une réaction magique contre ce que nous avons bâti en 20 siècles. Et pour réenchaîner l'humanité. C'est-à-dire, ce qui me sidère, c'est à quel point ces gens voudraient qu'on revienne des cerfs. Et la caractéristique du cerf, c'est pas qu'il n'était pas libre, c'est qu'il était attaché à la terre. Il ne pouvait pas bouger de là où il était né.
Et donc, ils sont en train de nous empêcher de bouger avec leurs taxes sur le carbone, leurs trucs, leurs machins. On peut plus bouger, si c'était à pied ou en vélo, et encore. Donc, ce désir de maintenir le peuple bien ancré dans la terre pour pas qu'il fasse brère dans les villes où tout se passe, c'est quand même extraordinaire de devoir revenir porté par des... De ce côté-là de l'échiquier politique. De ce côté-là de l'échiquier. Parce qu'effectivement, oui, je connais des intellectuels, mais qui, eux, sont plus ancrés à droite, tout ce qui est nouvelle librairie, nouvelle droite, etc. Mais à la limite, eux, c'est cohérent. C'est cohérent de vouloir revenir à un système à l'ancienne, parce que là, on s'est trop dévoyé. C'est ce qu'on appelle, dans bon langage français, les réactionnaires. C'est-à-dire qu'avant, c'était mieux. Oui, oui. Non, il dit, ça sera pire, mais on n'a pas le choix. En plus de ça, même si on prend des engagements, on n'est pas tenu de les effectuer. Donc, encore une fois, une société magique. Il suffit de faire des grands brasiers, puis ensuite on met le feu au brasier, on tourne en chantant des chansons autour à la gloire de Gaïa, et on espère que ça va nous aider. Bien sûr, c'est une pensée complètement magique. J'ai l'impression de retourner, si vous voulez, au sacrifice de Baal, au sacrifice humain, vous savez, qui se passait à Tunis ou je sais pas où, quand là-bas ils étaient... Non, on est dans un monde mais complètement foudroyant. Le retour de la pensée magique. Ouais. C'est ce que dit Chantal Delsol dans son dernier livre. On est en train de redevenir païen. Oui, mais avec le côté pas du tout enraciné, etc. C'est vraiment païen, mais complètement dingue, quoi. Au moins, les païens, autrefois, ils étaient animistes, c'est-à-dire il y avait une déesse qui vivait dans la source, et puis il y avait un dieu qui vivait dans le chêne, donc au moins, ils contrôlaient les relations dans la rue. Tandis que là, non, c'est ça. On est juste la déesse Gaïa. Ça me tue, moi. Cette imbécilité ambiante me tue. Et puis l'esprit aussi de la COP26, c'est vraiment la quintessence de la notion de la politique en Occident, c'est vraiment de la déclaration d'intention complètement nulle, de vous inquiétez pas, on va sauver le monde parce que sinon c'est l'apocalypse d'ici 8 ans. Mais ça fait 8 ans, c'est comme on rasera gratuit demain, parce qu'il y a 8 ans on m'expliquait que on allait plus pouvoir aller skier. Oui, plus de neige, je sais pas si vous vous souvenez. Même j'avais retrouvé une déclaration d'un officiel de l'ONU en 1989 qui disait « Si nous ne faisons rien, d'ici 10 ans, les Seychelles seront sous l'eau. » Non, les Maldives, pardon. Les Maldives seront sous l'eau. En l'an 2000, donc. Bon, j'attends de voir. Non, peut-être un jour, hein, peut-être, mais... Vous savez de combien monte l'eau dans la mer à l'heure actuelle? On la mesure, hein, ça, parce qu'avec les satellites et tout, 1 mm par an. Ouais, bon, ça va. 1 mm par an, ça veut dire. Ça va, on a le temps, alors. Mais c'est surtout... 10 cm, il faudra un siècle. Hein. Moi, je trouve l'écologie, c'est intéressant. Mais enfin, je trouve que la France fait sa part. Franchement, on est exemplaire. C'est pas grâce mondiale. aux politiciens actuels, c'est grâce aux De Gaulle et compagnie, qui d'ailleurs, c'était pas du tout dans leurs objectifs, le coup d'écologie. Non, pas du tout. C'est complètement volontaire, mais c'est la construction nucléaire. Peut marcher pour des... Donc, encore une fois, on est en train de retourner dans un monde irrationnel, mais par contre, et là je reviens à quelque chose assez rapide, c'est que si vous dites à toutes les gens qui cherchent de l'énergie, en particulier l'énergie fossile, du gaz, du pétrole, du charbon, que dans 10 ans, on passera à zéro, ils vont cesser de chercher. Et comme dans 10 ans, on n'aura pas remplacé les énergies fossiles par des énergies renouvelables, dans les 10 ans qui viennent, on va avoir une crise énergétique gigantesque, parce que ceux dont c'était le boulot d'aller chercher des trucs, le feront plus, ils rendent l'argent à leurs actionnaires en disant que vous êtes gentils, mais maintenant, moi, je tiens pas à être détesté par tout le monde et être responsable de la fin de l'humanité. Donc Exxon, Total, tous ces gars-là, ils cherchent plus. Donc, on va vers une crise énergétique gigantesque, où le prix du pétrole va passer à 400 $ le baril, et les pauvres vont mourir de faim. Parce qu'on n'a rien prévu pour la période de transition. J'ai l'impression que c'est un peu le principe, c'est soit d'ici 10 ans vous roulez au maïs, soit vraiment c'est foutu et vous n'y arriverez à rien. Et donc comme on n'aura pas trouvé les solutions, je sais qu'il va y avoir une crise énergétique gigantesque dans les années qui viennent. Surtout si dans le dogme on ne fait pas confiance au nucléaire, parce qu'aujourd'hui en France on investit beaucoup plus.
Vous savez, on a détruit l'industrie nucléaire en France à partir de Jospin, hein, donc ça a pris le temps, on avait mis 40 ans à la monter, lui il l'a détruit en 10 ans. Mais aujourd'hui, vous cherchez des ingénieurs nucléaires, il n'y en a plus, ils ont tous pris leur retraite. On a une filière, ça met 30 ans à monter, et ensuite on l'entretient pour que... Là, il n'y a plus d'ingénieurs, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de savoir-faire, on ne sait plus faire les cuves extraordinairement compliquées qu'il faut pour les centrales nucléaires, parce que c'était le Creusot qui le faisait, mais maintenant personne ne sait le faire. On ne sait plus le faire. Donc, si on voulait s'y remettre, il faudrait d'abord former pendant 10 ou 15 ans des ingénieurs, puis ensuite ils commenceraient à travailler, puis dans 10 ans on commencerait à avoir peut-être les usines, dans 20 ans ou 30 ans on aurait les choses. Donc c'est complètement idiot. Les deux seuls qui n'ont pas foutu en l'air leur truc, je crois qu'il y a la Russie, il y a les Chinois qui apprennent comme des malades, je crois qu'ils ouvrent 6 centrales nucléaires par an, mais ils n'arrivent pas à en ouvrir plus de 6, parce qu'ils n'ont pas les trous. Les Chinois n'en ont pas assez. Ouais, même les Chinois n'ont pas assez. Ils en font 6 par an, ils n'y arrivent pas à faire plus. Ils sont à 1,5 milliard, mais bon. Oui. Et ça fait 40 ans qu'ils sortent des ingénieurs. Et puis je trouve qu'il y a plus d'espérance dans cette espèce de science française. Je veux dire, on a toujours techniquement ce projet ITER de fusion nucléaire qui promet des trucs absolument grandioses, et on investit beaucoup plus dans l'éolien et dans le solaire que dans ce projet-là qui est beaucoup plus sérieux. C'est un projet mondial, qu'il est du côté de ma maison, là-bas, dans le sud et tout, il y a des camions spéciaux, enfin, c'est un éléphant blanc ce truc. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est pour faire la fusion nucléaire, bon ça c'est très difficile. Mais pour l'instant, par contre, les Russes, ils font des petites centrales nucléaires, enfin assez petites, qu'ils foutent sur une barge, et qui traînent, ils ont besoin de nucléaire en hiver, je sais pas, dans la Sibérie. Puis ensuite, quand ils n'ont plus besoin, ils vont le mettre de l'autre côté d'un endroit où on en a besoin en été. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont inventé la centrale nucléaire transportable. C'est pas idiot, ça. Ouais, c'est vrai. Donc ils savent faire. Bon, écoutez, c'était mon dernier sujet. Donc en plus, on est à presque 40 minutes d'enregistrement. Oui, il faut pas lasser les gens. Hein. Ouais, on va vous laisser tranquille à partir de maintenant. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, il faut mettre un pouce bleu, il faut commenter, dites si vous avez pas aimé, mais surtout si vous avez aimé. On n'accepte que les compliments. C'est ça, on est là, sur ce côté-là, on est stalinien. Là, c'est vraiment, c'est le seul sujet. Vous pouvez dire que du bien. Si vous pensez du mal, allez le dire ailleurs. Allez. C'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.